C'est l'heure de l'actualité sur votre chaîne favorite. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de l'information. Merci de nous choisir. Installez-vous confortablement. Les titres, les voici. Nous parlerons décentralisation, le Fonds d'équipement des Nations Unies suite à une étude menée sur l'amélioration de l'écosystème de la finance urbaine en Afrique a formulé des recommandations à l'intention des communes. Les précisions dans un instant. Puis nous nous intéresserons à l'une des libertés fondamentales, celle de manifestation. Le professeur David Dossé a répondu en exclusivité à certaines de nos questions. Le point tout à l'heure. Au-delà de nos frontières, l'Érythrée a annoncé avoir repris ses activités en tant que membre de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, bloc dont elle s'est retirée en 2007. Autre actualité, le Congrès national africain, parti au pouvoir en Afrique du Sud, a exclu Assé Magashule, son ancien secrétaire général, ce lundi. Des motifs liés à une mauvaise conduite ainsi qu'à des violations des règles du parti sont évoqués. C'est tout pour le menu de ce soir. Restez avec nous, les précisions dans un instant. Le Togo se prépare à accueillir sa toute première élection régionale, mais également celle législative avant la fin de cette année. Le climat politique est diversement apprécié selon que l'on soit de la mouvance présidentielle ou de l'opposition. Certains acteurs de l'opposition politique et de la société civile soutiennent que l'espace civique d'expression se rétrécit davantage. Le point avec Kofi Kliké. L'ombre du coronavirus pèse-t-elle encore toujours sur les manifestations pacifiques publiques au Togo? C'est la question qui se pose en ce moment au sein de certaines formations politiques et de la société civile. Les interdictions de manifestation continuent pour une frange de la population. Une chose est certaine, c'est que dans notre pays, il y a de véritables restrictions de l'espace civique. Quand je parle de restrictions de l'espace civique, c'est vraiment un espace qui est fermé dans son versant physique, avec des difficultés pour les citoyens de se retrouver en meeting, en réunion publique pacifique, avec des exemples concrets des organisations de la société civile qui veulent se retrouver en meeting et qui essuient de façon systématique le refus de la préfecture, avec des motifs qui sont vraiment ridicules ou fallacieux. Une situation qui, selon certains mouvements, pénalise l'opposition parce qu'elle l'empêche de mener librement ses activités rentrant dans les préparatifs des élections régionales et législatives. C'est que c'est fait à dessein par le parti au pouvoir parce que ça permet de limiter l'éveil de conscience des populations et ça permet également de limiter tout ce qui pourrait concourir à la remobilisation des citoyens. Et ça, de mon point de vue, cela participe à l'ensemble du système de fraude et de non-transparence des processus électoraux que nous connaissons au Togo et qui risquent encore une fois de se déployer pour les élections régionales et pour les élections législatives. Le 26 mai dernier, des responsables politiques et des acteurs de la société civile avaient organisé une rencontre de réflexion qui a été empêchée par les forces de l'ordre. Par ailleurs, le pays va à ses élections avant la fin de cette année, une législative et la toute première élection régionale. Parlons décentralisation à présent. Le Fonds des Nations Unies pour l'équipement a formulé un certain nombre de recommandations à l'endroit des communes togolaises. Celles-ci sont relatives au financement des infrastructures urbaines et ont été émises dans le cadre d'une étude portant sur l'amélioration de l'écosystème de la finance urbaine en Afrique. Le point avec Nadège Arlidja. Conformément à la loi de la décentralisation, il est reconnu aux collectivités locales 3 principales compétences. Les compétences propres à elles, les compétences partagées entre elles et l'État et celles qui leur sont transférées par l'État. D'après le Fonds des Nations Unies pour l'équipement, les communes connaissent tout un tas de problèmes, à commencer par la limitation de leur budget, ce qui d'ailleurs est confirmé par les réalités quand on s'y réfère. Dans son récent rapport, présenté ce lundi, et traitant des résultats d'une étude effectuée dans ce sens, le Fonds a proposé des alternatives à ces communes. Les financements des infrastructures urbaines sont les choses qui lui ont le plus intéressé. Il recommande donc qu'à la place des prêts, qui augmenteraient d'ailleurs la dette du gouvernement, les collectivités pourront opter pour des solutions avec des garanties des partenaires. Elles pourront donc en cela
accéder au marché financier ou encore opter pour un partenariat public-privé qui sera appelé à financer des infrastructures plutôt rentables telles que les marchés, les magasins et les gares routières. Le travail pour arriver à ces résultats a consisté en l'analyse des mécanismes de financement des infrastructures urbaines existantes, en l'élaboration de nouveaux moyens de renforcement de ceux-ci et en l'évaluation des nouveaux instruments de financement de l'Union européenne pour leur bonne participation au financement des infrastructures urbaines. Ces recommandations ont été présentées aux représentants des ministères de l'administration territoriale, de l'urbanisme et de la planification, de l'économie et aux acteurs des communes. Elles avantageront les populations en ce que chaque couche puisse jouir de ses droits élémentaires. Intéressons-nous à présent aux droits humains. La Commission nationale des droits de l'homme a dévoilé dans son rapport de l'exercice 2022 l'état des lieux de la situation sécuritaire et sanitaire dans les entreprises togolaises. Elles étaient 8 à être visitées et les résultats ne semblent pas assez encourageants. Selon la CNDH, c'est une forme de violation des droits de l'homme. Les explications, nous les écoutons. La sécurité des travailleurs et leurs questions de santé ont été aussi objet d'enquête pour la Commission nationale des droits de l'homme CNDH dans son rapport d'activité exercice 2022. 8 entreprises sont visitées en avril 2022 pour voir dans quel état sécuritaire et sanitaire se trouvent les employés de ces sociétés. Il s'agit de la nouvelle société des phosphates du Togo SNPT, Amina Togo Sarl, Sivop Togo, Nouvelle Sototol, Société de transformation industrielle de Lomé, STIL, Diamond Cement et Sim Togo. Au terme des visites, il se révèle que les normes sécuritaires et sanitaires ne sont pas respectées dans nombre de ces sociétés. Certaines de ces sociétés ne disposent même pas de structure ou de comité pour s'occuper des questions sécuritaires et sanitaires. Celles qui en disposent ne les rendent pas opérationnelles. Parmi ces sociétés, nombreuses sont celles qui n'ont même pas souscrit leurs employés à une assurance maladie. Sur le plan sanitaire, le traitement des eaux usées n'est pas fait avec soin, ce qui expose les employés aux maladies. Des recommandations ont été faites aux entreprises, chacune en ce qui la concerne. Recommandations transmises au ministère de la fonction publique, du travail et de l'emploi et à l'Agence nationale de gestion de l'environnement. Nouvel appui étranger, la France va assister le Togo dans la réalisation de sa politique de désenclavement des zones rurales. Un accord financier a été signé à cet effet entre le ministre togolais de l'économie et des finances, Sani Yaya, et l'ambassadeur de France au Togo, Augustin Favreau. Les précisions de Elodie Yenchabré. Construire 4000 km de pistes pour soutenir la politique agricole et faciliter l'accès des citoyens aux services socio-économiques de base, telle est l'ambition du programme de désenclavement et de pistes rurales lancé en décembre 2020. En effet, le programme fait partie des initiatives prises par les autorités du pays pour multiplier le nombre de pistes en bon état et accessibles aux populations, quel que soit leur lieu de résidence. Dans cette perspective, la France va accompagner le Togo dans sa politique de désenclavement des zones rurales avec une enveloppe de 78 millions d'euros, soit 51 milliards de francs CFA. Ces ressources serviront plus précisément à financer la construction de ponts de désenclavement en zone rurale au pays afin de faciliter aux populations qui y vivent l'accès aux infrastructures, équipements et services socio-économiques de base et à renforcer la politique agricole mise en œuvre par l'exécutif. En outre, ce financement vient en appui à la réalisation du projet d'aménagement d'au moins 4000 km de pistes rurales dans l'ensemble des 5 régions économiques en cohérence avec la feuille de route gouvernementale Togo 2025. En rappel, le Togo envisage d'aménager des pistes rurales d'ici 2025 afin de faciliter l'accès des populations aux infrastructures socio-économiques de base. Actuellement, 680 km de pistes rurales ont été aménagées.
Pour vous qui l'ignorez peut-être, nous sommes cette année à mi-parcours de la période fixée pour la réalisation des objectifs de développement durable à l'horizon 2030. L'objectif de développement durable numéro 7 consiste particulièrement à garantir l'accès de tous à des services énergétiques et fiables, objectif qui est loin d'être atteint puisque actuellement plus de 675 millions de personnes vivent sans électricité dans le monde. Les explications de Bernard Quinvy. L'électricité est l'un des facteurs majeurs et irréversibles qui conditionnent le développement économique, social, technologique et culturel de toutes les nations, de tous les peuples, de toutes les communautés ou de tout individu pris isolément. C'est dans ce sens que l'objectif du développement durable ODD 7 consiste à garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables et modernes à un coût abordable et surtout à atteindre l'accès universel à l'électricité. Mais selon le nouveau rapport de l'Agence internationale de l'énergie AIE et de l'Agence internationale pour les énergies renouvelables, le monde n'est pas en voie d'atteindre ce ODD 7 relatif à l'énergie d'ici à 2030. En effet, 675 millions de personnes vivent sans électricité et 2,3 milliards de personnes dépendent de combustibles nocifs pour cuisiner selon le rapport. En outre, le rapport indique que la dette croissante et la hausse des prix de l'énergie assombrissent les perspectives de réalisation de l'accès universel à des modes de cuisson propres et à l'électricité. Le rapport indique également que selon les projections actuelles, 1,9 milliard de personnes seront dépourvues de modes de cuisson propres et 660 millions n'auront pas accès à l'électricité en 2030. Sujet agriculture à présent avant de s'envoler pour l'actualité au-delà de nos frontières, une hausse de la production vivrière en 2022. C'est ce que révèle un rapport de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest. Comparativement à 2021, les chiffres ont augmenté pour plusieurs cultures et nous en faisons le point dans ce reportage signé Promise Pomegbe. Avec une superficie cultivable d'environ 3,6 millions d'hectares, soit 60% de la superficie du pays, l'agriculture togolaise emploie 65% de la population active et représente plus de 40% du PIB. Face aux défis auxquels est confronté le secteur, plusieurs programmes ou projets s'initient dans le sens d'un meilleur accès au financement pour booster la production, l'intensification de la recherche, la mécanisation, l'utilisation d'engrais, le développement des chaînes de valeur et l'émergence d'agro-entrepreneurs. Selon un rapport de la BCAO, la production vivrière du Togo a connu une légère hausse en 2022 par rapport à l'année précédente. Dans les détails, le maïs, principale céréale cultivée et consommée dans le pays, a atteint une production d'environ 977,3 000 tonnes, soit une hausse de 5%. La production du riz paddy a atteint 171,8 000 tonnes contre 165,5 000 tonnes en 2021. Hausse également de 5% pour la production des ignames et 4,5% pour le manioc. Les légumineuses comme le haricot et le niébé ne sont pas du reste, puisqu'ayant connu elle aussi une augmentation de 6,8%. La production est passée de 2,29 millions de tonnes en 2021 à 2,48 millions de tonnes en 2022, une hausse de 8,3% pour une variété d'autres produits vivriers cultivés dans le pays. Au-delà de nos frontières, la situation des droits de l'homme au Sénégal préoccupe particulièrement le Haut Commissariat des Nations Unies depuis le début de ce mois de juin qui a été marqué par des manifestations violentes et meurtrières. L'institution compte renforcer sa collaboration avec le gouvernement sénégalais à cet effet pour arriver à améliorer le respect des droits de l'homme au sein du pays. Précision. Les Nations Unies se disent profondément troublées par l'évolution de la situation des droits de l'homme au Sénégal. Mardi, le porte-parole du haut-commissaire de l'ONU aux droits de l'homme a notamment mis l'accent sur l'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité contre les manifestants. Il a affirmé que l'organisation a demandé que les enquêtes ouvertes par les autorités sénégalaises soient rapides, indépendantes et approfondies. L'utilisation d'armes à feu par les forces de sécurité lors des manifestations constitue un précédent négatif pour le Sénégal. Il est de la responsabilité première des autorités sénégalaises de préserver le respect de longue date du pays pour les traditions démocratiques et l'état de droit, en garantissant le droit à la liberté de réunion et d'expression. Du 1er au 3 juin, le Sénégal a été en proie à ses pires troubles depuis des années après la condamnation de l'opposant Ousmane Sonko à 2 ans de prison ferme dans une affaire de mœurs. L'annonce de la condamnation a déclenché des violences qui ont fait officiellement 16 morts. Amnesty International estime à 23 le nombre de morts.
On en parlait dans les titres. L'Érythrée est à nouveau membre de l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est, environ 16 ans après l'avoir quitté. Une annonce faite par Yéman Meskel, le ministre de l'Information du pays, à la suite du 14e sommet ordinaire du bloc. L'Érythrée serait motivée à contribuer à la progression de la paix et de la stabilité dans la région est-africaine. Elle l'avait quitté il y a près de 16 ans. L'Érythrée réintègre l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement en Afrique de l'Est. Un retour acté au 14e sommet de l'organisation qui s'est tenu ce lundi à Djibouti. L'Érythrée avait suspendu son adhésion à l'IGAD en 2007 à la suite d'une série de désaccords, notamment sur la décision du bloc de demander au Kenya de superviser la résolution d'un différend frontalier entre Asmara et Addis Abeba. Le président érythréen n'était pas présent à Djibouti, mais son ministre de l'Information assistait au sommet et il a assuré que son pays était prêt à participer aux efforts en faveur de la paix, la stabilité et l'intégration régionale. L'IGAD a été créée en 1986. Outre Djibouti, l'organisation regroupe l'Éthiopie, le Kenya, la Somalie, le Soudan du Sud, le Soudan, l'Ouganda et désormais donc l'Érythrée. Alors qu'une mission africaine se prépare pour aller jouer la médiation entre l'Ukraine et la Russie le week-end prochain, Sassou Nguesso, le président congolais et membre de la dite mission, est revenu sur l'importance du rôle de l'Afrique dans cette guerre. C'était lors d'une visite en Côte d'Ivoire. Retour sur la rencontre. La guerre en Ukraine a des répercussions sur le monde entier et particulièrement en Afrique. En visite en Côte d'Ivoire, le président congolais Denis Sassou Nguesso a dit la volonté d'une grande partie du continent africain d'œuvrer pour tenter de trouver une solution pacifique au conflit. Nous subissons tous les effets de ces guerres-là directement, nos peuples. L'inflation gronde partout et nous pensons que face à un tel drame, l'Afrique ne pourrait pas rester silencieuse ou indifférente. Cette déclaration intervient quelques jours avant le départ pour Kiev et Moscou d'une délégation africaine. Les présidents Zelensky et Poutine ont accepté de la recevoir. La mission africaine pourrait être la dernière d'une série d'efforts diplomatiques qui n'ont jusque-là pas mené vers un plan de paix en Ukraine. Il a été convenu que quelques chefs d'État, en réalité un chef d'État par sous-région d'Afrique centrale, plus le président en exercice de l'Union africaine, quelques 5-6 chefs d'État pourraient se rendre en Ukraine et en Russie pour porter un message de paix. Selon une source diplomatique, outre le président Nguesso, ses homologues sud-africains, sénégalais, ougandais, zambiens et égyptiens feront notamment partie de cette délégation. En Afrique du Sud, Assé Magashule, l'ancien secrétaire général de l'ANC, n'est plus membre du parti. Il en a été exclu ce lundi pour mauvaise conduite, violation des règles du parti, alors que d'autres chefs d'accusation planent sur lui dans le cadre d'une affaire pénale. Les précisions. En Afrique du Sud, le Congrès national africain, parti au pouvoir, a exclu lundi son ancien secrétaire général. Également accusé de corruption dans le cadre d'une affaire pénale, Ace Magashule a été suspendu pour mauvaise conduite et autres violations des règles du parti. Autrefois influent, il est jugé pour le détournement présumé d'argent provenant d'un contrat gouvernemental d'une valeur de plus de 13 millions de dollars lorsqu'il était Premier ministre de la province de Free State, avant d'accéder à la plus haute fonction administrative de l'ANC. Monsieur Magashule a été suspendu de ses fonctions de secrétaire général en 2021, après avoir été accusé de multiples chefs d'accusation de corruption, de blanchiment d'argent et de fraude. La politique de mise à l'écart de l'ANC exige que les personnes occupant des postes de direction se retirent de leurs fonctions lorsqu'elles font l'objet d'accusations criminelles.
À peine la trêve de 24 heures a pris fin dimanche que les combats ont aussitôt repris à Khartoum, la capitale soudanaise. Environ 2 mois d'affrontements déjà, le bilan reste sombre avec environ 1800 décès et près de 2 millions de déplacés et de réfugiés. Reportage. De violents combats se poursuivaient ce lundi dans la capitale soudanaise. La trêve de 24 heures qui s'est terminée dimanche n'aura donné que peu de répit aux habitants. Roquettes et obus font à nouveau trembler les murs des maisons. Seuls 20% des établissements de santé fonctionnent encore à Khartoum où la situation est chaque jour plus invivable. Comment les gens peuvent-ils vivre dans une ville qui est bombardée et vaincue, où des tireurs d'élite sont dans la rue, où il n'y a ni magasin, ni service, ni marché? Cela fait presque 2 mois de guerre maintenant et la situation humanitaire est très difficile. Nous manquons de nourriture, de médicaments. Nous ne pouvons même pas aider les personnes qui sont blessées. Nous nous trouvons sur l'île de Touti actuellement assiégée et nous utilisons des bateaux pour pouvoir atteindre la région d'Omdurman ou celle de Bari. Les combats se déroulent principalement à Khartoum et dans la vaste région du Darfour dans l'ouest du Soudan. La guerre a déjà fait plus de 1800 morts. L'ONU rapporte 2 millions de déplacés et réfugiés. Voilà qui met un point final à cette édition. Mesdames et messieurs, merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de soirée chez vous.